Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée latitude de l'année 2021. Comme à l'année 2020, nous poursuivrons notre cycle des duos. Et donc nous sommes ce soir en compagnie de Kwam Tawa. Bienvenue à Verson, Kwam. Merci Mathilde. Bonsoir Emily, depuis chez vous. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Merci. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Bernard Magnier qui va donc animer cette rencontre. Vous avez pour vous, le public, une rubrique chat sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions. Bernard pourra les proposer au public à l'issue de la rencontre. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver tous les deux, même à distance. Emily chez vous et Kwam en France, à l'espace Sangor. Vous êtes rapprochés un peu de nous, mais vous êtes encore un peu loin. Il y a encore un effort à faire. Alors ce soir, la soirée, elle sera consacrée au Cameroun, ou en tous les cas à deux écrivains issus du Cameroun. Vous y êtes nés tous les deux. Kwam, vous y vivez encore. Emily, vous vivez maintenant dans la région parisienne. Vous êtes nés l'un et l'autre en 1973 et en 1974. Je ne dirais pas qui est plus âgé, qui est plus jeune. Je ne serai pas indiscret. Emily, pour vous présenter rapidement, bon, vous avez fait vos études d'une part à Yaoundé et à Lille. Dans un premier temps, des études de sciences sociales, d'anthropologie, puis ensuite, la vie vous a amené à beaucoup voyager sur le continent africain, en particulier dans l'Afrique centrale et dans l'Afrique de l'Ouest. Et puis, depuis quelques années, vous êtes en région parisienne et vous avez écrit 4 romans. Le premier, c'était Le Clan des femmes, c'était en 2010, il y a déjà 10 ans. Puis ont suivi Sidémé, c'était en 2012, puis Les Maquisards, 2015, et enfin le tout dernier, Les jours qui viennent et passent, en 2019. Kwam, pour votre part, vous êtes né dans la région de Bafoussa, mais vous y demeurez, vous vivez encore dans cette région. Vous êtes poète, vous êtes dramaturge, vous êtes metteur en scène. Il y a une part de votre œuvre qui est consacrée aux jeunes lecteurs, ce qui est assez singulier. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs, en particulier des hommes, qui ont consacré une part aussi importante de leur œuvre aux jeunes lecteurs. Vous êtes, je dirais, on en reviendra tout à l'heure, j'aime bien employer cette expression à votre égard, un activiste littéraire. Alors vous me direz si vous êtes d'accord avec cette formule. Je dis ça parce que vous vivez par, pour, avec la littérature. La littérature fait vraiment partie de votre vie. Vous êtes auteur d'une œuvre vivante qui est lue, qui est jouée, qui est interprétée et qui n'est pas toujours publiée. Là aussi, c'est une caractéristique de votre travail. Vous avez publié un long poème dramatique qui s'intitule Elle, on en parlera tout à l'heure, Elle au pluriel avec le S entre parenthèses. Et puis je citerai 3 livres consacrés justement au jeune public, enfin adressés au jeune public. Un livre illustré par William Wilson qui s'intitule A comme Afrique, c'est un abécédaire. A comme ancêtre, B comme baobab, C comme calebasse, etc. Et puis un autre qui s'intitule Danse petite lune, cette fois illustré par Fred Sochard. Et enfin un troisième que je citerai, Nico Dor. Je commence rarement une rencontre littéraire de cette façon, mais je vais le faire ce soir parce que par les temps qui courent, je trouve que c'est bien. Emily, comment allez-vous ? Je ne vous entends pas. Vous m'entendez mieux? Voilà, je vous entends. Voilà, très bien. D'accord. Je vais bien. Merci de vous en enquérir. Et cette ambiance que nous vivons en ce moment en France, comment l'avez-vous vécue? Est-ce qu'avec votre travail d'écrivain, est-ce que finalement c'est quelque chose de stimulant, de créatif, ou au contraire plutôt quelque chose de délétère et de stérilisant? Au début, c'était plutôt stimulant, mais non, de moins en moins en fait. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'on a un petit souci avec le son. Bon. Et c'est de plus en plus délétère parce que c'est long, parce qu'il n'y a pas d'issue, parce que en général, quand je m'isole pour écrire, c'est un choix, et que là, c'est une contrainte, parce que je ne peux pas voyager, je me rends compte que ça me pèse.
Donc non, c'est de moins en moins facile, mais bon, je pense que c'est plus difficile pour d'autres, donc je me prends pas. Kwam, de votre côté, comment allez-vous d'abord? Alors, je vais bien, mais j'aurais pu aller mieux si les nouvelles qui me parvenaient du pays étaient bonnes. Dans la première phase de contamination du coronavirus dans mon pays, nous avons perdu un comédien, l'un de nos meilleurs comédiens, et à l'heure actuelle, deux autres comédiens, un comédien, une comédienne de notre compagnie sont alités du fait de cette maladie. Donc, c'est difficile de se porter vraiment bien quand on a la pensée sans cesse vers les compagnons de route qui actuellement souffrent. Nous croisons les doigts en espérant que ça ira mieux pour eux bientôt. Mais on l'espère aussi. Est-ce que cette période, vous avez pu la mettre à profit pour écrire ou est-ce qu'au contraire, justement, l'ambiance générale a fait que vous étiez pas très à l'aise pour écrire, moins à l'aise que précédemment, ou au contraire, cette période a été propice à l'écriture? On va dire pour l'écriture, j'arrive à avancer pas après pas, mais ma grande désolation, c'est que à chaque fois que je quitte mon Bafoussam natal et voyage pour la France, je profite des 2 ou 3 semaines, 2 ou 3 mois que j'y mets pour emmagasiner le maximum d'expositions de peinture, de spectacles de théâtre, de films et actuellement, malheureusement, ce n'est pas le cas et ça m'attriste un peu. J'imagine votre frustration. Elle Alors, est grande. pour commencer cette rencontre et pour faire connaissance avec vous, tout d'abord, Kwam, et établir le lien avec le lieu où vous êtes à l'espace Sangor, tout à côté de la maison où a vécu Léopold Sédar Senghor, au moins durant les dernières années de sa vie. Et je voudrais que vous nous racontiez une histoire à laquelle je vais donner un titre qui, je l'espère, vous dira un petit peu ce que j'attends de vous. L'histoire pourrait s'intituler Le petit garçon, les beignets et la prière au masque. Vous voyez, j'imagine ce dont je veux parler. Je Oui, précise tout aux à fait. auditeurs que Le petit garçon, c'est vous, et La prière au masque, c'est un poème de Léopold Sédar Senghor. Donc Ah, l'histoire, Le petit garçon, les beignets et la prière au masque. ah ben, figurez-vous que ce souvenir d'enfance m'est revenu tout à l'heure quand on m'a fait le cadeau de me faire visiter la maison de Monsieur et Madame Senghor. J'ai pu passer un moment dans le bureau du poète président. Mhm. J'ai pu mettre mes pas dans ses pas et c'est pour moi un jour de grâce. Bon. Alors, ce souvenir remonte à mes 8 ans. J'étudiais, j'allais à l'école non loin de notre maison, à l'école publique de Bamedzi 2 et j'avais des camarades de classe, Christophe Baudelaire et Casimir. Tous les matins, nous quittions notre quartier pour aller chercher notre camarade qui s'appelait Jacques. Il est aujourd'hui décédé, paix à son âme. Christophe Baudelaire aussi d'ailleurs. Et tous les matins, nous partions de chez nous pour aller chez les Jacques parce que la mère de Jacques vendait des beignets haricots bouillis. Donc, elle nous avait dit que le matin, on passe par chez elle au cas où elle n'aurait pas vendu tous ses beignets de la veille. Et on se faisait un plaisir les matins en allant à l'école de passer chez elle, récupérer ce qu'il restait de beignets. Et très souvent, quand on arrivait, elle se servait des papiers de journal pour emballer les beignets qu'elle nous donnait. Il se trouve que le grand frère de Jacques était bouquiniste sur la place du marché de Bafoussam. Un jour, on arrive, la mère cherche du papier journal et ne trouve pas. Il se trouve aussi que les maçons, quand ils travaillaient sur les chantiers, après avoir éventré les sacs de ciment et vidé les sacs de leur contenu, ils venaient vendre les sacs de papier aux vendeuses de beignets pour emballer les beignets. Elle n'avait ni papier journal, ni papier ciment. Elle est donc allée sur la table du frère de Jacques. Elle qui était analphabète, elle s'est saisie d'un livre, elle a arraché les pages
et elle nous les a donnés pour qu'on emballe nos beignets que nous avons mangés sur le chemin de l'école. Comme j'étais un petit garçon curieux, après avoir mangé mes beignets de farine, j'ai regardé, j'ai vu un texte, prière au masque, et c'était signé L.S.S. J'arrive à l'école, j'essaye de lire, je ne comprends pas, je relis, je ne comprends pas, et je vais voir notre maître de l'école primaire, M. Rigobert, paix à son âme aussi, et je lui demande la signification de ce texte. Il n'avait pas le temps ce jour-là. Je retourne à la maison, un oncle était de passage, je lui donne un lit, je me rends compte qu'il a du mal à le comprendre. Le matin, quand je reviens à l'école, je vais voir M. Rigobert, il lit le texte et me dit, mon cher Kwame, ce texte est un poème et tu ne peux vraiment le comprendre que si tu deviens poète toi-même. J'ai essayé de devenir poète pour comprendre Prière au masque de Léopold Sédar Senghor. Ça va mieux? Oui, j'ai l'impression qu'année après année, je comprends mieux le poème. Emlé, de votre côté, la découverte de la littérature, alors je ne sais pas s'il y a une fable qui vous accompagne un petit peu comme Kwame vient de le raconter, mais la découverte des livres, des mots, le goût que vous avez aujourd'hui de l'écriture, il vient d'où? Je l'ignore, je ne sais pas. Je crois que je suis née comme ça. J'aimerais avoir une magnifique histoire comme celle de Kwame, vraiment très très belle à raconter. En plus, j'ai bien vu Sam, j'ai bien vu tout ce que tu as raconté, il me parle tellement. C'était un grand plaisir de t'entendre. La seule chose que je peux raconter, moi, c'est ma première rencontre avec l'art, et c'était du théâtre. Et c'était une pièce de Wally Soyinka qui s'appelle Le Lion et la Perle, qui se jouait au théâtre, au cinéma-théâtre Abia de Yaoundé, par une troupe de l'université. Et je devais avoir 12 ans à l'époque. Et ça m'a ébloui. Ça m'a ébloui. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Le texte, la mise en scène, l'histoire. On n'avait pas de télé à cette époque. Cette façon de raconter, de mettre en scène les personnages, et puis cette histoire que je trouvais à 12 ans tellement licencieuse d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous connaissez le texte, mais il peut être assez impressionnant pour une toute jeune adolescente. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré l'art. Cette envie de mots, voilà, cette mise en scène. Est-ce que c'est venu de là? J'en sais rien. Mais ça m'a fait très forte impression. Oh là, on n'entend plus Bernard. On t'entend pas, Bernard? On parlait de Léopold Sédar Senghor et je poursuis sur Léopold Sédar Senghor. Vous l'avez découvert à quel moment? C'est au collège, vous avez appris un de ses poèmes, au lycée un peu plus tard, par vous-même. À quel moment avez-vous découvert Léopold Sédar Senghor, Emlé, et que représentait-il pour vous? C'était un écrivain comme les autres, c'était un écrivain du programme, c'était un monument, c'était qui? Je n'ai pas Léopold Sédar Senghor au programme. On a étudié Césaire. Césaire était mis en avant comparé à Senghor, et je l'ai lu sans m'arrêter, je dois dire, dans ces années-là, dans les années où je m'intéressais où je découvrais toute cette littérature africaine. Je ne me suis pas forcément arrêtée sur Senghor. J'ai relu Senghor bien plus tard, et j'ai redécouvert Senghor par la poésie, et je l'ai relu bien plus tard dans ma vie avec une très forte impression sur la beauté de sa langue, voilà. Mais c'est venu après, mais bien après les autres. Bien après les autres. Kwame, une lectrice avisée a fait récemment à votre égard un rapprochement possible entre votre poème liminaire et le poème de Senghor. Vous savez, je ne sais en quel temps c'était, je confonds toujours l'enfance et l'Éden. C'est un rapprochement qui vous agrée, ou c'est quelqu'un qui a un petit peu abusé
de ces lectures? Il est possible, mais d'ailleurs, il est possible qu'il y ait eu une influence, mais inconsciente. Mais ce qui est intéressant dans ce rapprochement, c'est que le poème liminaire est le poème qui ouvre une pièce de théâtre que j'ai écrite pour la jeunesse, Petits parents, laquelle pièce est dédiée à mes amis d'enfance dont j'ai parlé tout à l'heure, amis avec lesquels je mangeais les beignets haricots bouillis le matin en allant à l'école. Donc, quand j'ai écrit cette pièce, j'ai éprouvé le besoin d'écrire un mot pour éveiller leurs souvenirs par rapport à cet épisode de notre petite enfance. Et si j'ai bien compris, l'un d'entre eux s'appelait Baudelaire en plus. L'un d'entre eux s'appelait Baudelaire. Les grands aînés de chez vous, du Cameroun, je pense à Mongo Betty, je pense à Oyono, je pense à Francis Bébé, ils comptent dans votre carrière, ils sont là un petit peu comme pour d'autres, ce sera Victor Hugo ou ailleurs Garcia Marquez. Qu'est-ce qu'ils représentent, Emlé, ces trois-là et les autres, hein? Et pour moi, ils comptent beaucoup. Ils comptent beaucoup parce que en fait, c'est grâce à eux que j'ai découvert une littérature qui parlait de nous, qui parlait de moi, qui parlait de mon quartier, des personnes que je connais, des noms de villes que je connaissais, alors que, a priori, voilà, on était plus borné, entre guillemets, à la littérature française, ce qui n'est pas mal, hein, mais voilà, il y avait ce manque-là, ils l'ont comblé, et ils sont très différents les uns des autres. Francis Bébé est très poétique et très, il a quelque chose de très rythmé dans sa manière d'écrire et dans sa manière de présenter les personnages et dans son ancrage à Douala, quoi. Donc, c'était ma ville. Et je ne suis pas trop sensible à ça. Mongo Betty a un côté très engagé et assez prophétique, finalement, par rapport aux années enfin, à ce que notre pays traverse, comme si année après année, ce qu'il avait prévu se produisait et il faisait partie d'un grand débat, quoi, entre les censures, les interdictions, etc. Politiquement, il était très engagé et moi, ça m'a touchée. Et la manière qu'il avait préparé d'écrire Le pauvre Christ de Bomba, c'est un livre que je garde en mémoire aussi parce que il m'a beaucoup marqué, en fait. Cette vision qu'il avait, c'est la première fois que je l'ai rencontré dans ce livre-là. Et puis, il y a eu les autres, Remember Ruben, etc. Après, Ferdinand Oyono, c'était encore autre chose. Je les ai tous lus et ils ont une place importante dans dans ma mémoire littéraire. D'accord. Et Kwam, les aînés? Donc, pour ce qui me concerne, j'ai lu les trois auteurs avec beaucoup de plaisir. Francis Bébé, ses romans, je les ai lus, relus, et il a écrit un livre, Concert pour un vieux masque, qui pour moi est un sommet de la poésie d'Afrique francophone, mais pas reconnu à sa juste valeur. Si j'écris pour les enfants, c'est aussi parce que j'ai lu Trois petits cireurs et je sais quel effet la lecture par moi de Trois petits cireurs aux jeunes Camerounais dans mon quartier, l'effet que la lecture a fait sur ces jeunes m'a donné envie de poursuivre dans cette voie. J'ai lu Léopold Ferdinand Oyono, mais il se trouve que comme on n'avait pas du tout la même vision du Cameroun, du développement du Cameroun, je me suis arrêté à sa littérature. Par contre, Mongo Betty, pour moi, il faut expliquer pour les auditeurs peut-être que Ferdinand Oyono a d'abord écrit 2 livres, Le Vieux Nègre et la médaille, puis Une vie de bonne. Et qu'ensuite il a eu une carrière politique, hein, de ministre en particulier. Ah ben tout à fait, une carrière politique. Et une chose qu'on a du mal à lui pardonner, il est pour quelque chose dans l'interdiction en France de Mengba sur le Cameroun, qui est l'un des livres qui
ont permis aux Camerounais de savoir ce qui s'est passé au moment où le Cameroun préparait son accession à l'indépendance, la guerre d'indépendance camerounaise sur laquelle Emily a écrit. Les prémices, on les a su par Mengba sur le Cameroun, lequel a été interdit en France pendant 5 ans, entre autres grâce aux manœuvres de Ferdinand Oyono. Donc, Mongo Betty a tellement compté pour moi qu'à sa mort, j'ai fait le déplacement de Bafoussam pour Akometam. Et il s'est passé à l'endroit où on pouvait l'enterrer quelque chose dont j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Après son éloge funèbre par Abel et Inga et la musique Tikalto qu'on a mis pour l'accompagner sur la tombe, un événement extraordinaire s'est produit. On a donné la parole au chef de famille, comme c'est de coutume lors des enterrements. Le chef de famille parlait en la langue de Bongo Betty que je ne comprends pas. Et au fur et à mesure que son discours avançait, on entendait président Biya, président Biya, président Biya, président Biya. Et la veuve de Bongo Betty a voulu comprendre ce que le chef de famille disait. Et le chef de famille dit: je suis en train de remercier le président Biya pour la médaille qu'il vient de donner à Bongo Betty à titre posthume. La veuve dit: je refuse la médaille. Le chef de famille dit: j'accepte la médaille. La veuve dit: je refuse la médaille. Le chef de famille dit: j'accepte la médaille. La veuve dit: enterrez mon mari. Le cercueil de Mongo Betty était dans la tombe. Les jeunes gens du village étaient à côté et attendaient l'ordre du chef de famille. Mais le chef de famille dit: j'accepte la médaille. Quand la veuve dit pour la 3e fois: enterrez mon mari, j'ai arraché une pelle. Moi qui venais de l'ouest du Cameroun, qui ne comprenais rien à la langue, je me suis dit: je suis aussi le fils de Mongo Betty, et je me suis permis de jeter sur son cercueil les 3 premières pelletées de terre. C'est dire à quel point cet homme a compté pour moi, d'abord comme romancier, ensuite comme intellectuel. Merci de cette anecdote très... Je voudrais juste rajouter par rapport à Mongo Betty et par rapport à Odile Topner, qui est une personne que j'aime énormément, qui est donc la veuve de Mongo Betty. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps parce qu'on est en discussion, on discutait en fait. Je suis allée la voir chez elle à Rouen et elle me racontait ça, elle me racontait tout ce qui s'était passé pendant ces événements-là et à quel point ça reste extrêmement présent dans son esprit, la manière dont tout ça a pu être récupéré et toute l'animosité et la forme de mépris même que finalement Mongo Betty avait pour Ferdinand Oyono, qui avait trahi finalement les idéaux de leur jeunesse. Et c'est une très belle anecdote que tu racontes parce que ça dit aussi la force. Mongo Betty, évidemment, mais il y avait aussi Odile. Et tous les deux étaient très, très, très engagés dans ce combat-là. Le combat littéraire, le combat pour les essais, les articles, pour faire rayonner une forme de vérité. Et aujourd'hui, elle le continue avec énormément de courage. Elle a 84 ans, mais ça reste quelqu'un d'absolument extraordinaire. Écoutez, c'est comme lire un livre d'histoire interdit. Voilà. Il y a leur engagement pour la librairie aussi. Absolument. Je pense que c'est la seule librairie de Yaoundé en ce moment. Ce qui est quand même... On t'entend pas. Il faut remettre... Oui, je disais que c'était à Yaoundé la seule librairie digne de ce nom. Oui. Alors, on va aborder justement, on va parler des livres, de vos livres, et aborder en même temps un certain nombre de thématiques. On va commencer avec les femmes, parce qu'elles sont très présentes dans votre œuvre, en particulier Emily. Mais chez Kwame aussi. Alors, peut-être on va parler de votre livre, c'est pas le premier, mais du livre qui s'intitule « Si d'aimer ». Alors, évidemment, « Si d'aimer », lorsqu'on regarde la formule, les 4 premières lettres, S-I-D-A, forment SIDA. C'est l'histoire finalement de 5 personnes. Il y a un couple, Salomé, qui est mariée à Béma. Il y a un personnage qui est une gynécologue qui s'appelle Valérie, et il y a un gardien. Et tous ces personnages
sont liés d'une certaine façon à une cinquième personne qui est Céline et qui est une prostituée de luxe. Mais il y a un sixième personnage très important dans votre roman, ben, c'est le sida, c'est la maladie, et ce sida qui est révélateur un petit peu, il y a un avant et un après. Le biais de ce roman, le choix de l'intitulé, c'est une volonté éducative d'une certaine façon avec le roman que vous avez voulu faire? Une mise en garde? Non, probablement pas. Je pense que c'était plus une façon de témoigner, de parler de cette période qui, qui avait été tellement importante pour moi, parce que moi, j'ai grandi à Douala, je suis devenue une jeune femme à Douala, et dans ces années-là, il était impossible d'engager une quelconque relation sans avoir cette épée de Damoclès sur la tête qui était le sida. J'ai perdu énormément d'amis. Ils n'étaient pas tous, c'était pas tous des personnes, voilà, c'était des personnes tout à fait normales, tout à fait, il y avait rien à dire sur elles, sauf que cette maladie s'est abattue sur nous et elle a transcendé les classes sociales, mais avec une fluidité absolument extraordinaire, parce que il y avait des villages entiers qui étaient décimés, des familles, et puis il y avait aussi cette espèce de fluidité entre les pauvres, les riches, voilà, quelque chose comme ça qui touchait tout le monde et de façon très très forte. Et pendant très longtemps, il n'y a pas eu de solution. Donc il y a eu la honte et il y a eu le rejet. Et puis quelque chose de très nouveau aussi, quand on nous a dit à nous Camerounais qu'il fallait être abstinent, je crois qu'ils nous ont perdus, parce que ce n'est pas tout à fait quelque chose qui est dans nos mœurs. Et j'avais envie de raconter tout ça, mais depuis longtemps, parce que ça m'habitait. Et j'avais du mal à le raconter tant que le sida était si meurtrier et qu'il n'y avait pas d'espoir. Au moment où j'écris le livre, on a déjà progressé sur les trithérapies qui sont mises en place sur place dans une forme de gratuité. Et on est petit à petit en train de construire une vie avec le sida. Une vie qu'on peut vivre tout à fait normalement en étant porteur de cette maladie qui devient un mal chronique. Je pense que c'était le moment de témoigner de tout ce que ceux de ma génération, et puis aussi d'une façon extraordinaire, avaient transcendé les générations, hein, aussi, entre les jeunes qui commençaient leur vie amoureuse et puis les plus âgés et puis tout au milieu. Enfin voilà, c'était quelque chose de très violent sur le plan de la construction sociale et intime. Quam, de votre côté, je montre ce petit livre, c'est Elle, j'ai donné le titre tout à l'heure, Elle avec un S qui est mis entre parenthèses. Alors déjà, juste un mot, pourquoi ce choix du pluriel alternatif sur le titre? Tout simplement parce que je m'apprêtais à donner la parole à un personnage de femme qui porterait en elle des voix de beaucoup d'autres femmes. Et je voulais qu'on entende la voix de cette femme en se disant que c'est une voix plurielle. C'est la raison pour laquelle j'ai procédé de cette façon. Et ce choix de donner la parole à une femme ou aux femmes, pourquoi ce choix? Ce choix, simplement parce que dans le Cameroun que je vis, s'il y a des personnes qui m'impressionnent chaque jour, ce sont les femmes. Par leur courage, par la force avec laquelle elles arrivent à tenir des familles entières. Malgré l'adversité, je les trouve d'une puissance incroyable. Et que j'écrive pour les enfants ou pour les adultes, j'ai comme l'impression que ces héroïnes-là ne sont pas célébrées à la hauteur de leur haut fait et de leur sacrifice. Et spontanément, j'ai envie de dire à mes compatriotes, mais ouvrez les yeux, regardez ces femmes, voyez à quel point elles portent notre pays, mais malheureusement, nous ne les célébrons pas assez. C'est simplement une façon de leur dire merci. Alors ce texte est ponctué d'une part de petites phrases introductives qui sont là presque comme des didascalies, où on vous dit ici elle chante et son chant est parole, ici elle parle et sa parole est chant. Et le texte est psalmodié
et il y a un jeu qui se répète du début à la fin du texte. J'aurais aimé être quelqu'un, j'aurais aimé avoir un homme, avoir un chez moi, j'aurais aimé être une reine, j'aurais aimé être une muse. Ce texte, il est conçu comme un monologue de théâtre ou comme un poème dramatique ou les deux? Vous l'avez conçu poème ou vous l'avez pensé déjà interprétation orale et scénique? Je pense que c'est les deux. Il se trouve que j'écris de la poésie, j'écris du théâtre, et quand j'écris un poème, le théâtre est présent parce que je passe une bonne partie de ma vie auprès du plateau et je n'écris pas un poème sans rêver de l'entendre chanter. Mhm. C'est la raison pour laquelle je naviguais sans cesse entre le chant et la parole. Et c'est fait de j'aurais aimé parce qu'en discutant avec la plupart de ces femmes, j'ai pris conscience des frustrations qui étaient les leurs. Mais malgré ces frustrations, elles ne s'affaissaient pas comme nous autres. Malgré ces frustrations, elles ne s'arrêtaient pas comme nous autres. Elles avançaient toujours parce qu'il y avait des enfants à nourrir. Elles avançaient toujours parce qu'il y avait des ménages à tenir. Et j'ai eu envie de leur dire, Ave. Alors, Emily, vous aussi, les femmes sont plurielles dans ce livre. Elles sont trois. Les jours viennent et passent. Trois femmes. Alors, les deux premières sont très liées. C'est une mère et sa fille. La première est en fin de vie. Elle est malade. Elle a un cancer. Et sa fille a pris quelques distances. Elle est partie en Europe. Et il y a un troisième personnage qui est rattrapé, elle, et qui fait rattraper par l'actualité brûlante du Cameroun. Cette jeune femme s'appelle Tina et c'est une rescapée. On en reparlera tout à l'heure. Mais les deux premières, ces deux femmes, qui sont-elles si vous deviez nous les présenter? Une mère et sa fille, certes, mais encore. Le micro. Oui, pardon. À chaque fois. La mère Anna est un produit du Cameroun post-colonial. Elle a grandi dans un village et puis elle s'est élevée par l'éducation occidentale qu'on lui a proposée. Elle était brillante, elle a fait ses études, elle a épousé un homme, etc. Et pour progresser, Religieuse, hein? oui, elle a fait ses études dans des établissements religieux avec des personnes qui lui ont inculqué un certain type de valeurs, une certaine culture, une ouverture, etc. Et pour progresser là-dedans, pour s'installer dans ce nouveau monde qu'on lui offrait, elle a éprouvé le besoin de se couper de ses racines et de son village parce qu'elle avait une histoire assez douloureuse aussi. Et puis finalement, ça la confortait d'être éduquée. Elle voyait ses bonnes sœurs, elle voyait leur manière de vivre et elle voulait cette assurance, elle avait envie de ça pour elle. Et pour avancer, elle a dû se couper, elle a choisi de se couper de son passé. Elle épouse un homme qui s'appelle Louis, qui lui aussi, appartient à cette mouvance de personnes très éduquées et ouvertes sur l'avenir, tout à fait disposées à construire le Cameroun de demain. Et ils vont tomber dans le système de corruption qui se met en place presque sans pouvoir résister, comme si c'était une vague qui les emportait et qu'ils ne pouvaient pas résister, mais ils en profitent. Hein. Le personnage de Anna, je la voulais lucide. C'est un personnage étrange parce qu'elle est très silencieuse, elle a du mal à créer des liens, que ce soit avec sa fille ou que ce soit avec son mari, mais elle est toujours très lucide par rapport à ce qui arrive à sa vie et par rapport à ce qui lui arrive à son mari et elle. Et puis il y a Anna, il y a Abby, leur fille, qui s'est construite sur ce silence et qui finalement vient étudier en Europe, toujours dans cette espèce d'ouverture à l'ailleurs. L'idée qu'il faut partir de son village et arriver en ville, puis il faut partir de là parce qu'on a un peu plus progressé, il faut partir de là pour s'installer dans un ailleurs. Et petit à petit, comme ça, se construisent des manques, des trous, des vides. Et ce livre, en fait, c'est le récit de l'effondrement de tout ce bel échafaudage. On t'entend pas, Bernard?
les vides et les manques sont les frustrations dont parlait tout à l'heure Kwam. C'est un petit peu la même chose d'une certaine façon. Bah, c'est-à-dire que j'entends ce que dit Kwam et il n'a pas tort dans des sociétés, quand c'est des sociétés tellement difficiles, quand c'est difficile pour tout le monde, évidemment, c'est plus difficile pour les femmes. Et aussi, ce que j'ai constaté, et ce n'est pas du tout sexiste de le dire, c'est que en général, les hommes se brisent et les femmes, voilà, elles avancent malgré tout. Elles avancent diminuées ou en ayant perdu des forces, etc. Mais elles ne renoncent pas à avancer. Et, mais aussi, je commence à regarder ça avec un certain recul. Maintenant, je n'ai plus le même regard que j'avais tellement émerveillée par la fameuse force des femmes africaines. Je sais que tout ça est complexe. Je commence à en voir le prix sur elles. Sur leur santé, sur leur regard sur l'avenir, sur effectivement les frustrations d'une vie qui peut avoir été mise au service des autres. Alors, je ne suis pas en train de les décrire comme des pauvres choses, ça n'en est pas. Ce n'est pas des pauvres choses qui nécessitent qu'on leur vienne en aide, mais cette lucidité dont je parlais par rapport à Anna, elle n'est pas du tout rare. Elle n'est pas du tout rare que qu'on pose son regard sur sa vie et on se dise, OK, on a fait pas mal d'erreurs, j'aurais peut-être pu j'aurais peut-être pu construire autrement si je n'avais eu que moi à penser ou si je n'avais pas eu tout ça à faire. Et voilà. Avec le troisième personnage, c'est l'actualité brûlante qui vous rattrape avec Boko Haram et avec cette jeune fille qui s'appelle Tina et qui est une rescapée. Elle aussi, elle a payé cher déjà malgré son jeune âge. Oui, il paye tous cher dans ce livre, je pense. Il paye cher une forme de manque d'exemplarité. En fait, à un moment, ils se demandent tous comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Comment est-ce qu'on aurait pu apprendre à faire ce qu'il fallait faire après les indépendances, on leur a dit, mais bien sûr, vous allez à l'école et les langues doivent être oubliées, vos anciennes coutumes doivent être oubliées. Dans ma génération au Cameroun, de façon assez claire, je le dis souvent pour le déplorer, on peut connaître la classe sociale des parents ou en tout cas leurs ambitions pour leurs enfants en fonction du fait qu'ils parlent ou pas leur langue maternelle. Il y a énormément de gens qui ne parlent pas leur langue maternelle parce que les parents ne l'ont pas appris et qu'ils étaient tellement tournés vers le français. On peut aussi imaginer la violence symbolique qu'il y a pour une mère d'élever son enfant dans une langue étrangère. La violence et la séduction symbolique. Vous avez parlé plusieurs fois du devenir du Cameroun, de ce qui n'a pas été fait ou des erreurs qui ont pu être faites. Peut-être pour préciser pour les auditeurs 2 ou 3 choses, et je parle vraiment évidemment sous votre contrôle, mais le Cameroun a quand même là aussi subi la colonisation et c'est une sorte de catalogue de la colonisation. Je rappelle que le nom de Cameroun est quand même un mot portugais, que vous avez subi la colonisation allemande, qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, les colonies allemandes ont été partagées entre l'Angleterre et la France, qui fait que votre pays est aujourd'hui en 2 morceaux, un morceau plus petit qui est les morceaux anglophones, un morceau un peu plus grand qui est le morceau francophone, que vous êtes un pays qui est très entouré de nombreux pays tout autour, hein, entre le Nigeria anglophone, le Tchad, la Centrafrique, le Congo, le Gabon francophone, et vous avez même la Guinée équatoriale qui est hispanophone. Bon, et vous avez un débouché à la mer, ce que beaucoup de pays vous envient aussi. Bon, ça fait beaucoup de choses. Au niveau des langues, vous en parliez, l'anglais et le français, et puis un grand nombre de langues, et de langues importantes, qui sont des langues parlées par de nombreux locuteurs, ce n'est pas quelques milliers de personnes. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ça avec vous, tout d'abord, Emlé, parce que dans votre 3e livre, enfin pas dans l'ordre, mais le 3e livre que l'on va évoquer, qui s'intitule les Maquisards, vous avez là mis en scène vraiment la lutte pour l'indépendance, et en particulier la lutte pour l'indépendance des Bassa. C'est une histoire qui est méconnue, ou pire, qui est cachée et tue. En tous les cas,
en France. Et vous mettez il y a un arbre généalogique au début du livre, et au sommet de cet arbre, il y a l'ancêtre, et cet ancêtre, c'est Rouben Oumniobé. On a déjà cité son nom tout à l'heure. Vous pouvez nous dire un petit peu ce personnage que, en France, si on fait un sondage sur un trottoir, je pense que peu de gens diront qui est Rouben Oumniobé. Nous dire un petit peu ce qu'il est et ce que vous avez voulu en dire dans votre livre. Rouben Oumniobé, on peut le considérer comme à la fois l'architecte et le penseur de l'indépendance camerounaise. La particularité, ce qui a fait la particularité de Rouben Oumniobé, c'est qu'il a tout de suite mis le combat pour l'indépendance sur le domaine du droit. Il a dit immédiatement, le Cameroun n'est pas une colonie française ni une colonie anglaise. Le Cameroun a été mis sous tutelle de la France et de l'Angleterre après la Première Guerre mondiale, après que les Allemands aient perdu la Première Guerre mondiale, et cette mise sous tutelle était limitée dans le temps. Il n'y avait pas une date précise pour la limiter. Le texte disait que lorsque les populations seraient suffisamment pourraient se gouverner elles-mêmes, les deux pays devraient leur accorder leur indépendance. La mise sous tutelle devrait s'arrêter. Il est parti de là pour dire que l'occupation du Cameroun telle qu'elle était faite par les forces coloniales françaises et anglaises était illégale. Et ce qu'il y a aussi d'extraordinaire dans son combat, parce que vous avez dit l'indépendance des Bassa. Ce n'était pas l'indépendance des Bassa, c'était vraiment la lutte pour l'indépendance de ce pays-là en entier. Et ça aussi, c'est la force de ce combat, c'est que tout le monde, en fait, y a participé. Tout le monde a eu ce rêve qui a été porté par Rouben Oumniobé et par les personnes qui l'ont suivi. Et une autre chose particulière, c'est qu'il y avait des élites de cette époque. Mais ceux qui ont adhéré, c'était des gens de rien. C'était des paysans dans les villages, c'était les nouveaux urbains qui s'installaient à Douala, parce que la ville n'est pas forcément un lieu traditionnel pour nous. Les gens partaient de leur village pour s'installer en ville, donc de nouvelles manières de penser se mettaient en place, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles façons de sociabiliser. Et toute cette nouvelle société qui se créait adhérait au combat que Oumniobé menait. Et il y a eu une répression absolument phénoménale. D'abord, il y a eu des élections qui ont été truquées, enfin voilà. Puis il s'est adressé plusieurs fois, il a plusieurs fois été invité aux Nations Unies où il a défendu son propos. Et après, il y a eu une répression absolument phénoménale. Rouben Oumniobé a été tué dans la forêt de Boumniébel, il a été assassiné. Avec lui, il y avait des personnes, notamment des femmes. Il y a toujours eu des femmes dans ce combat. Il y a toujours eu des personnes qui venaient de partout. À chaque fois, quand j'ai sorti les maquisards, chacun est venu me raconter sa part de maquis. Et là, tout d'un coup, je me suis aperçue que tout le pays avait participé. On parle beaucoup des Bamileke et des Bassa, mais on ne parle pas des autres, on ne parle pas parce que c'était des cadres sociaux. Et Mangwa en parle tellement bien dans Rouben, quand il dit les personnes qui s'engagent et pourquoi ils s'engagent, on se rend compte qu'en fait, tous les cadres sociaux se sont engagés dans cette bataille. Pas forcément les chefs de village, les chefs de canton ou la politique administrative qui avait été mise en place et précisément subdivisée en tribus et en ethnies pour mieux régner. Et c'est cette histoire-là que je raconte dans les maquisards, mais pas du point de vue de Rouben Oumniobé. Certes, les Français ne le connaissent pas, mais à la limite, ce qui est vraiment important, c'est que les Camerounais sachent qui il était, vraiment, qu'ils ne doutent pas de cette force et de ce combat et de ce qui a été mené, ce qui a été sacrifié. Et de toute façon, ça nous a construit à quel point tellement de choses encore qui restent floues et violentes dans notre pays viennent aussi de cette construction-là. Et j'avais à cœur de mettre en scène des paysans dans un village. C'est pour ça que j'ai choisi une unité de lieu, la forêt Bassa, ce peuple-là, et toute l'histoire se passe là, en fait. C'était important de partir de ce point de vue pour dire
Ces gens-là, c'était des gens de rien. Ils n'avaient aucune compréhension du monde. Ils ne savaient pas ce que c'était que les Nations Unies, l'Allemagne, enfin, ils ne savaient pas où tout ça était. Ils savaient aussi qu'il s'agissait de se battre pour la liberté, pour leur liberté, et ils ont payé très, très, très cher. Tout à l'heure, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'ai parlé de la lutte pour l'indépendance des Bassas, ce qui ne voulait pas dire qu'ils étaient les seuls, évidemment. Mais Oui. c'est ça qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous parlez d'un lieu qui est très circonscrit et en même temps, c'est très universel, ou en tous les cas, c'est au moins à l'échelle du pays tout à fait national. Moi, par rapport à Rouben, un mot sur ce personnage, qu'est-ce qu'il représente pour vous, qu'est-ce qu'il a représenté? Et dites-moi à quel moment vous, là aussi un petit peu comme on en parlait tout à l'heure pour les auteurs, à quel moment vous l'avez découvert? Pour un jeune homme, on en parle en classe ou au contraire c'est quelque chose qui est tu? On connaît son nom par, je ne sais pas, par des connaissances, parce qu'on en parle en famille. Comment Rouben et vous? Rouben Oumyobé, c'est le modèle, le porte-parole de la grande cause camerounaise qui est l'indépendance. Rouben Oumyobé, c'est à travers Mongo Betty que je le découvre. Mais si je me sens si proche de ce père de notre rêve, c'est parce que dans mon enfance, dans mon adolescence plutôt, quand j'ai lu même sur le Cameroun et que je suis allé dans mon village interroger les anciens sur ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre d'indépendance, l'un des premiers chants qu'ils m'ont chanté célébrait Rouben Oumyobé. Da Poyuyo Giyake Pomnangala Aba Gi Oumyobé et Bodega Mouliadou Solo Patam Renko Camerounji Goulapra. Entendez-vous la voix qui nous appelle? C'est la voix de Rouben Oumyobé qui nous dit qu'un jour viendra où nous sortirons du maquis parce que le Cameroun sera devenu un pays d'indépendance. Est-ce que l'on peut, l'un et l'autre, parler un petit peu, on l'a évoqué tout à l'heure, la présence des langues. Vous écrivez l'un et l'autre en français, mais est-ce que derrière votre mémoire, est-ce que derrière votre main qui écrit, il y a d'autres langues qui sont là? Est-ce qu'il y a des résurgences? Emily, vous avez mis un certain nombre de mots que vous tenez à expliquer, un vocabulaire, un lexique. Kwam, est-ce que votre langue ou vos langues, les langues que vous pouvez connaître, vous avez l'impression qu'elles jouent un rôle dans votre écriture, et si oui, lequel? Oui, actuellement, le roman, qui est ma langue maternelle, joue un rôle fondamental. Je viens précisément d'achever un recueil de poèmes sur lequel je travaille depuis plus d'une dizaine d'années, intitulé Les Errants. Et Les Errants reviennent justement sur cet épisode de l'histoire contemporaine camerounaise qui est celle de la guerre d'indépendance. Il se trouve que dans la tradition des Bamileke dont je suis originaire, un être humain n'accède au statut d'ancêtre qu'après les funérailles qui lui confèrent ce titre s'il le mérite. Il se trouve que les morts de la guerre d'indépendance camerounaise n'ont pas été pleurés. Il se trouve que beaucoup ne sont pas devenus des ancêtres. Il se trouve que ces hommes errent et vous ne pouvez pas imaginer le désarroi pour certains Camerounais qui aujourd'hui encore n'arrivent pas à faire le deuil de cette époque. Pour vous prendre un exemple, dans la ville de Bafoussam où j'habite, il y a non loin des chutes, les chutes de la Métier. Quand je suis allé à la Métier pour la première fois, j'ai regardé ces eaux ruisselantes en trombe et je me suis dit, voici nos cataractes dans la région de l'Ouest. Mais quand j'ai su que beaucoup de nationalistes de cette région étaient précipités par-dessus ces chutes et que c'était le tombeau de beaucoup de nationalistes pendant la guerre d'indépendance, je reviens souvent là-bas
et je vois des Camerounais qui sont dans un désarroi total. Au Cameroun, on est très attaché à nos racines, le village d'où on vient. Je suis originaire de Baham parce que mon cordon ombilical a été enterré dans cette terre. Mais je me suis rendu compte en allant au bord de la Métier qu'il y a des Camerounais qui ne savent pas d'où ils viennent. Pendant la guerre d'indépendance, quand il y a eu des bombardements, les enfants qui ont été rescapés de ces bombardements se sont retrouvés dans des pouponnières où ils ont été élevés et ils ne savent finalement pas de quel village ils sont originaires. Dans la vision du monde des Bamileke, le seul moyen qu'on a d'accéder au Créateur de toutes choses, c'est de passer par son proche ancêtre, qui va intercéder auprès de l'autre ancêtre, et ainsi de suite, jusqu'à Si, qui est le Créateur du ciel et de la terre. Mais, comme ces personnes n'ont aucun lieu qui serait leur village où ils pourraient accéder aux ancêtres, ils viennent au bord des chutes de la Métier parce qu'il est probable que leur père ait été tué là-bas. Or, ce que je tente de faire dans ce recueil Les Errants, c'est par la poésie de mettre en place une cérémonie qui pourrait apporter de l'apaisement à ces âmes errantes. Et c'est là où ma langue maternelle a joué un rôle fondamental pendant l'écriture. Quand j'ai voulu mettre en place le rituel, la langue française, à un moment donné, ne me permettait pas tout faire au fond des choses. Il m'a semblé, dans certains poèmes, qu'il fallait que des mots de ma langue, qui furent dits autrefois par les ancêtres, pendant des rituels précis, pour calmer les âmes, qu'ils intègrent la parole en français pour que la petite magie opère. Parce que dans ma langue, le djem, c'est comme une parole agissante. Et je voulais, par le rituel du djem, qui est une parole agissante, tenter de faire quelque chose, de faire mon deuil à moi. Et pour la première fois, dans un texte que j'écris, le roman là est une langue extrêmement présente parce que pour moi, c'était le seul moyen d'arriver à concilier ma petite ambition de poète en langue française et mon désir d'être humain, de faire quelque chose qui nous permette de tourner sereinement la page du passé. Emily, votre relation avec les langues que vous pratiquez en dehors du français que vous écrivez, est-ce que ces langues interfèrent et si oui, de quelle façon? Oui, avant de venir là-dessus, je voudrais réagir par rapport à ce que vient de dire Paul sur les morts et les amérantes. Les cérémonies d'enterrement, de deuil et au Cameroun sont quelque chose que je trouve extrêmement important et que nous habitons de façon très forte. C'est très important que ça se passe bien à ce moment-là. Peu importe ce qui s'est passé avant, c'est très important que ça se passe bien à ce moment-là parce qu'il y a un basculement dans un autre monde qui reste dans le monde. Il y a un temps de deuil, il y a un temps de séparation et toutes les peuples du Cameroun ont leur rite et ils tiennent à leur rite. Et dans notre histoire récente, tout à fait récente, il y a eu tellement de morts non répertoriées finalement, entre les 152 Kolofaka, les 350 de Photocol, les 3000 ou 4000 anglophones. Il y a tellement de morts qui n'ont pas de sépulture, qui ne sont pas reconnus et qui blessent nos traditions et nos croyances, que je ne sais pas ce qu'on va en faire. On a déjà ce passé colonial qu'on n'a pas résolu. Mais là, ces 5 dernières années, il y a quelque chose d'absolument phénoménal qui est en train de nous arriver et qui, d'une certaine façon, nous tétanise. Parce que ce n'est pas de ce que nous sommes, nous, Camerounais, de ce à quoi nous croyons, ce que nous espérons, que ce soit sur le plan du réel, du symbolique ou du spirituel, ce qui nous arrive là n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Un mot sur la présence des langues. Et maintenant, par rapport aux langues, je voudrais dire que moi, je suis une fille des villes, je suis une fille de Douala. Alors, quelles sont les langues qui m'habitent? Ma langue maternelle m'a été apprise par ma grand-mère, dont j'étais très, très proche. J'ai grandi à Douala, dans un quartier populaire, donc je parle le Douala. J'ai des notions de Béti parce que la partie du Cameroun d'où je viens, le Mbam, pendant très longtemps, il y a eu une mainmise Béti dont ma grand-mère parlait Béti. Donc voilà, j'écoute de la musique, etc. Au Cameroun, il y a tellement de langues différentes. J'ai l'habitude d'écouter de la musique que je comprends pas, d'aimer, parce que c'est une langue voisine qui, voilà, je devine un peu ce qui se dit, ça m'empêche pas de l'écouter ou de danser là-dessus. Les jours viennent et passent, c'est l'une des expressions préférées de ma mère. C'est une sorte de mantra qu'elle dit en fin de journée pour dire ça aussi c'est fait. C'est-à-dire qu'une journée se tient en elle-même, en ce qu'elle a de bien, en ce qu'elle a de mauvais. La journée est venue, elle est passée, demain est un autre jour. Donc, c'est une façon. Donc, est-ce que toutes ces langues habitent mon écriture? Certainement. Et de façon très claire dans tout ce que j'utilise, dans les mots que j'utilise, dans les métaphores que je choisis, dans ce que je mets en scène, dans les personnages et même la façon de réagir des personnages. Est-ce que toute cette histoire m'habite? Oui, bien sûr, très, très, très fortement. Très fortement. D'ailleurs, juste de façon tout à fait anecdotique, je disais que j'avais appris à parler ma langue maternelle avec ma grand-mère. Ma mère et moi, quand nous sommes toutes les deux, nous parlons français. Quand nous sommes avec quelqu'un d'autre, nous parlons notre langue. En fait, c'est assez drôle. C'est notre langue finalement pour créer une intimité voilà, ailleurs, pour tenir d'autres à distance. Et mes fils, quand ma belle-mère est venue me voir, je lui ai dit, écoute, tu as intérêt à leur apprendre ta langue, parce que moi, mon mari et moi, ne parlons déjà pas la même. Ça arrive très souvent, ça, au Cameroun. Et elle, qui a été instruite en Bassa, elle m'a dit, OK, mais en fait, dans ce cas, il me faut un cahier. Elle est rentrée dans quelque chose de très alphabétisé. Elle me les a alphabétisés en Bassa, ce qui était très bien, mais c'est pas moi ce que j'ai eu. Tout ça est très... En tous les cas, ça donne de beaux résultats littéraires. C'est l'essentiel. Kwame, j'aimerais qu'on dise un mot. Tout à l'heure, j'ai employé l'expression à votre égard d'activiste littéraire. Alors, je ne sais pas si vous acceptez cette expression. Je voulais dire par là que vous êtes extrêmement actif sur place pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une vie du livre, une vie du théâtre, que les textes aient une vie, même si ce n'est pas toujours par le biais d'un objet qui s'appelle un livre. Vous êtes l'auteur de plusieurs pièces de théâtre qui n'ont pas une existence sous forme de livre, mais néanmoins qui ont été, d'une part, qui ont été lues, qui ont été interprétées, qui ont été représentées sur scène au Cameroun, mais aussi en dehors du Cameroun. Racontez-nous un petit peu cette vie littéraire qui existe chez vous. Si on devait découvrir un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe, le Bafoussam littéraire? Mais on va dire que je suis né dans un environnement où il n'y avait pas de livres, ni à la maison, ni à l'école. Il a fallu que j'ai 20 ans pour qu'on ouvre dans la ville de Bafoussam la première bibliothèque, la bibliothèque pilote régionale de Bafoussam, qui avait un fonds documentaire de 3000 livres, laquelle bibliothèque a fermé ses portes il y a à peu près un an. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de bibliothèque dans ma ville de Bafoussam. Ce qui veut dire que pour un jeune qui veut trouver le livre qu'il aurait souhaité avoir et trouver à Bafoussam, il doit aller où? Hélas, il n'y en a pas. Dans mon enfance, oui, quand j'étais... Il doit aller où pour trouver ce livre? Le livre, ben, avant, il y avait la librairie du Poteau. C'est-à-dire la bibliothèque que j'ai chez moi, la plupart des livres, je les ai achetés à la librairie du Poteau. Et même cette librairie du Poteau n'existe pratiquement plus. Et dans ce contexte où il y a si peu de livres mis à la disposition des jeunes, et moi qui ai tout eu grâce aux livres, je me suis dit que je ne pouvais pas croiser les bras et garder pour moi seul le trésor que j'avais dans ma maison, parce que depuis la classe de 4e, je constitue ma petite bibliothèque. À chaque voyage, j'achète des livres
et je pense avoir aujourd'hui à la maison une bibliothèque considérable. Ce que j'ai essayé de faire depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est que j'ai initié un programme dans la ville de Bafoussam qui s'appelle Au fil des mots. Tous les mercredis, quand j'y suis, de 18h30 à 20h30, je lis de la première à la dernière page un livre d'un poète. Pourquoi j'ai fait le choix de la poésie? Parce que comme je n'avais pas de livre dans mon enfance, je cotisais mon argent de beignet de la semaine pour pouvoir m'acheter un livre à la librairie du poteau. Et quand je voulais, avec le peu d'argent, lire le maximum d'auteurs, j'achetais essentiellement des anthologies pour avoir plusieurs poètes. Donc, les premiers livres de ma bibliothèque ont été des anthologies. Et quelle était ma tristesse? C'était de me rendre compte qu'un poète qui avait produit durant sa vie d'écrivain 40 ou 50 recueils de poèmes, finalement, d'une anthologie à l'autre, on voyait pratiquement les mêmes poèmes. De telle sorte que sur une œuvre de, disons, 1500 pages, on a à peine 3 ou 4 pages et la poésie, qui est pour moi une parole essentielle, je trouvais que ce traitement réservé aux poètes était d'une certaine manière injuste. Quand j'ai pu faire les premiers voyages, j'ai acheté tous les poètes que j'avais aimés dans les diverses anthologies que j'avais achetées, et c'était d'ouvrir ma bibliothèque aux habitants de Bafoussam, et j'ai à ce jour lu plus de 300 auteurs. D'abord des poètes, puis ça s'est étendu aux nouvellistes, aux conteurs, aux extraits des romans, et après on a reçu des auteurs, une trentaine à ce jour. Et si je suis arrivé au théâtre, c'est pour la même raison. Si je ne vivais pas au Cameroun, je pense que mon rapport à l'écriture serait différent. Je voulais que ma littérature serve à quelque chose dans l'environnement qui était le mien. J'ai évalué combien de temps il fallait pour qu'un roman écrit sur un sujet d'actualité, par exemple, soit lu par mes compatriotes. Déjà, pour un roman, il fallait mettre 2 ou 3 ans à l'écrire. Ensuite, l'envoyer aux éditeurs. Attendre 6 mois ou 1 an pour avoir la réponse d'un éditeur. Si on en trouve, il faut compter 1 ou 2 ans pour que le livre paraisse. Une fois que le livre est dans les librairies, il faut que le bibliothécaire de l'Institut français ou de l'Institut Goethe consente à inscrire ce livre dans son programme d'achat. Finalement, il faut 5 à 6 ans pour que l'histoire que tu as écrite de Bafoussam revienne à Bafoussam ou de Yaoundé revienne à Yaoundé. C'est pour ça que je me suis dit, le théâtre me permet, aussitôt que le texte est écrit, je peux l'éprouver sur la scène. C'est pour ça que j'ai essentiellement écrit du théâtre pour prolonger les petites actions que je mets en place chaque jour. Pourquoi j'ai très peu publié le théâtre? C'est qu'il m'a toujours semblé que la pièce de théâtre ne connaît son aboutissement que dans la représentation. Et je me suis toujours dit, je ne passerai à la publication d'une pièce que si elle est créée dans de bonnes conditions. Et malheureusement pour moi, quand je me suis mis à faire du théâtre, j'ai trouvé des paroles plus essentielles que les miennes. C'est pour ça que mettre en lecture des poèmes de Senghor, mettre en lecture les poèmes de Césaire et d'autres, m'était la chose la plus essentielle, n'ayant pas mis en scène mes propres textes, et la plupart ayant été lus ou créés ailleurs, je n'ai pas toujours assisté aux représentations qui m'auraient permis de savoir si la pièce mérite de passer à l'étape de livre. C'est pour ça que j'ai plus publié de la poésie et des livres pour enfants. On parlera tout à l'heure, avec les minutes qui nous restent, des livres pour enfants. J'aimerais, Emily, vous, finalement, c'est une position très différente. D'une part, vous avez écrit 4 romans, donc ce n'est pas le genre qu'avait privilégié quoi. Et puis vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous avez un éloignement, mais une distance, et parfois on voit mieux de loin.
Est-ce que vous percevez que cette distance peut être bénéfique aussi? Je pense, oui. Et après, c'est une distance qui est relative. Je repars régulièrement au Cameroun et ce n'est absolument pas évidemment la même chose que d'y vivre. Et j'ai énormément de liens au Cameroun avec la famille, les amis, l'enfance. Je veux dire, il y a quelque chose qui est assez. Le Cameroun ne me quitte jamais. Je suis en contact absolument tous les jours. Je lis ce qui paraît, je suis les auteurs, les jeunes, etc. Mais ce n'est pas la même chose que d'habiter sur place. Et ce recul-là, oui, mais nécessaire. Mais peut-être que j'aurais pensé différemment si j'étais sur place. J'en sais rien. Le temps du roman me convient parce que c'est un temps long et c'est un temps lent. Et d'une certaine façon, je pense que moi, en tant que romancière, je ne suis pas dans la météo fluctuante de l'actualité. Je sais que ça existe, j'ai envie de prendre des choses, mais j'ai aussi besoin de ce temps d'écriture, de création d'univers, de personnages, etc. Et en revanche, ça ne résout pas la question que Kwame pose, qui est de dire comment les livres arrivent sur place. Peu importe qu'au bout de 5 ans, il n'y a pas d'urgence. Pourquoi il y aurait une urgence quand on a découvert, quand on a lu Victor Hugo, il était mort depuis je ne sais pas combien de temps. Enfin, voilà, ça me semble pas, en tant que romancière, ça me semble pas, je ne l'éprouve pas de cette façon-là. Mais ce qui me tient à cœur, c'est vraiment que ce qu'on écrit arrive sur place. Parce que je me souviens de ma joie et de mon intérêt d'avoir lu des livres qui parlaient de chez moi. Et que offrir aux gens une littérature qui parle de chez eux, qui parle des situations qu'ils connaissent, qui les porte aussi, c'est important, ça fait partie de la vie. Je veux dire, la fiction, pour moi, que ce soit le roman ou le cinéma ou le théâtre et tout l'art, il est essentiel qu'elle interprète le réel pour même nous comprendre le réel, pour même nous comprendre vers quoi nous allons, ce que nous sommes en fait. Ce recul de la mise en scène, ce recul du livre, cette solitude aussi dans l'écriture et dans la lecture, cette chose qu'on partage, elle doit arriver sur place. Et c'est pour ça que je trouve tout à fait admirable ce que Kwame fait, d'abord de lire des livres comme ça, une sorte de lecture publique hebdomadaire, et puis de dire, en fait, ce que je fais à Bafoussam, je veux que mon environnement immédiat en profite. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une maison où il y avait des livres. J'ai eu la chance d'aller dans des établissements où il y avait des livres. Mais en fait, les livres, si je n'allais pas les chercher, je ne les trouvais pas. Parce qu'il y avait de belles bibliothèques, mais on n'y avait pas accès. Elles n'étaient pas ouvertes. Je pense que je suis l'une des rares personnes. On doit être quelques-uns à être passés par le collège Liberman et à savoir qu'il y a une bibliothèque absolument magnifique, très, très pourvue, dans laquelle je me suis abondamment servie et que les élèves n'y ont pas accès. J'ai aussi acheté des livres photos parce que c'était du pile ou face. En fait, il n'y avait pas de couverture. Les livres du poteau, c'est des livres que des vendeurs vendaient dehors, en fait, dans la rue, sur le trottoir. Et il y avait toutes sortes de livres, sauf qu'il n'y avait pas la couverture, ni la première ni la quatrième de couverture. Et parfois, il n'y avait même pas le nom de l'auteur. Donc, c'était quelque chose d'absolument fabuleux d'aller prendre un livre, de ne pas savoir ce qu'on allait trouver dedans. Et à chaque fois, il y avait la curiosité de se dire, mais qu'est-ce que ça va être? Moi, j'aimais le poteau pour ça, pour cet inconnu qu'on rencontrait. Et en plus, il y avait un système qui était facile. Le livre, il coûtait 200 francs à peu près. Mais quand tu donnais tes 200 et que tu ramenais le livre, tu n'étais pas obligé de redonner 200. Donc, tu pouvais reprendre le livre gratuitement à condition de ne pas l'avoir sali, de pouvoir le ramener en bon état. Et je veux dire, j'étais dans toutes sortes un peu comme toi, c'est pour ça que ça me fait rire, j'étais dans toutes sortes de combines comme ça pour trouver des livres, où, comment, voir qui. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est pour ça que je pense que si on arrive à mettre des livres à disposition à un prix bas, à un prix raisonnable, si on arrive à mettre en place de la littérature qui concerne les gens, qui parle d'eux, il n'y aura même pas besoin de les pousser à lire, même pas besoin, parce qu'il y a cette immense curiosité de nous-mêmes, tellement de choses encore qu'il y aurait à écrire sur nous.
Alors, l'apprentissage de la lecture, bah, ça commence peut-être par ces livres-là aussi, c'est-à-dire les livres destinés aux jeunes lecteurs. Un mot sur celui-ci, Kwam. Euh, alors, c'est l'histoire on voit au départ une vieille dame qui a du mal à marcher, elle est fatiguée, elle est âgée, mais on s'aperçoit très vite que bah, elle n'a pas toujours été fatiguée, pas toujours été vieille, qu'elle a été une jeune femme aussi, elle a même été une danseuse. Et puis on apprend aussi pourquoi elle s'appelle Petite Lune. Ce livre, vous l'avez conçu comment et à qui est-il destiné? Alors, ce livre, je l'ai dédié à ma première fille, Océane. Il se trouve que quand elle était petite, je lui racontais des histoires le soir avant qu'elle s'endorme. Et j'ai fait un voyage en France. J'étais en résidence à Rennes. J'appelle un soir et elle me dit que mes histoires lui manquent. Et j'ai eu envie de lui raconter l'histoire. Mais quelle histoire lui raconter? Il se trouve que j'avais l'habitude, quand elle était petite, de me promener avec elle au village et on voyait passer les vieilles personnes et le regard que ma fille jetait sur le village, j'avais envie de l'interroger et puis lui dire que ben voilà, les vieilles personnes que nous rencontrons quand nous traversons le village n'ont pas toujours été vieilles. Elles ont été des petites filles comme toi, les adultes ont été des gamins comme toi, et j'ai eu envie de raconter une histoire qui amènerait ma fille à jeter un regard différent sur les vieilles personnes. Et il se trouve que la danse, j'aime beaucoup la danse, et l'histoire d'une danseuse s'est imposée à moi. C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire de cette. Petite Lune. Juste un mot aussi sur l'abécédaire, là. Alors, Oui. je le disais tout à l'heure, c'est à chaque lettre correspond un mot, un objet, un concept. Comment avez-vous fait le choix de ces mots? Je disais là tout à l'heure, B comme baobab, C comme calebasse. Bon, pourquoi ce mot et pas un autre? Comment avez-vous fait ce choix? Alors, la démarche est la même que pour Danse Petite Lune. Donc, dans Danse Petite Lune, j'ai envie de changer le regard de ma fille, des enfants, sur les personnes du troisième âge. Dans A comme Afrique, il s'agit, c'est pour moi de faire un abécédaire qui permettrait de faire en quelque sorte le tour de l'Afrique. Comment arriver à faire un tour de l'Afrique avec les 26 lettres de l'alphabet? Donc, le choix des lettres, des mots à partir des lettres correspondait à mon désir de faire en sorte que le jeune qui parcourt tout l'album puisse avoir une idée panoramique de l'Afrique que j'avais envie de vous raconter. Alors, Emily, c'est quelque chose qui vous tente, ça? La littérature pour enfants, il y a des grands aînés dans la carrière. Là, on pense, je sais pas, à Véronique Tadjo, à Muriel Diallo, à Kiki Bébé, à Béatrice Gbagbo du côté du Bénin. Et Emily Boom. Peut-être, on ne sait pas. Quand mes enfants étaient petits, je leur lisais des histoires et je leur racontais aussi des histoires. Et parfois, quand je ramenais un livre, souvent d'ailleurs, ils me disaient « Non, maman, lis-nous l'histoire qui est dans ta tête. » Alors, peut-être. Peut-être pour terminer, je ne sais pas si des questions vont m'être adressées. Je voudrais vous citer, Emily. Vous dites à un moment, vous faites dire à un personnage, les livres m'ont sauvé la vie. Alors, quel livre? Et j'aimerais bien que vous dissertiez l'un et l'autre, mais quelques minutes, sur est-ce que les livres peuvent nous sauver, Emily? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, clairement. J'ai souvent des discussions avec d'autres Africains qui considèrent en fait, et ils ont tout à fait raison, qu'une infirmière ou un médecin ou un agriculteur est beaucoup plus important qu'un écrivain ou un poète, parce que quand on dit sauver la vie, les livres m'ont sauvé la vie, il y a quelque chose d'un peu métaphorique dans ce qu'on semble dire, parce que les livres ne vont pas vous guérir
pas lu, où ils ne vont pas vous nourrir. Voilà, il y a quelque chose là dans ces métaphoriques, dans ce qu'on dit, mais je pense que sauver la vie dans ce cas-là est peut-être encore je sais pas, plus important, parce que manquer de culture, ne pas avoir de livres, ou ne pas, quand je dis les livres, ça peut être du théâtre, la culture, la musique, quoi que ce soit, l'art, être asséché de vivre sans ça, c'est comme être asséché en tant qu'être humain, et dans une impossibilité d'imaginer, de rêver. Et donc, si on ne peut pas rêver, on ne peut pas se révolter, on ne peut pas avancer, il n'y a pas de futur. On est enfermé dans un instant stérile, parce que voilà, il y a une incapacité comme ça à imaginer autre chose que ce qu'on est là. Et je dis les livres parce que moi j'avais les livres, mais les contes de nos grands-mères, les histoires qu'on lit dans nos têtes aussi nous sauvent la vie. La musique, ce que nous partageons, les lectures de Kwame dans son quartier, combien d'enfants viennent, ou d'adultes, ou combien de personnes que tu n'as pas rencontrées, Wole Soyinka ne m'a jamais rencontré, mais le fait d'avoir vu une pièce de théâtre à 12 ans, ça m'a profondément, ça a complètement changé. Est-ce qu'il savait au moment où il écrivait qu'une petite fille camerounaise de 12 ans le regarderait et que ça changerait son regard sur le monde? Il n'en avait pas la moindre idée. Je ne sais même pas s'il pourrait l'envisager. Et c'est à ça que ça sert. C'est ce lien-là, cette capacité à se parler les uns les autres. C'est comme ça que ça nous sauve. On t'entend pas? On t'entend pas, Bernard. Il est devenu depuis le premier prix Nobel africain du continent. Absolument. Kwame, les livres vous ont sauvé également? Ah oui, je pourrais dire la même chose. Les livres, pour moi, c'est essentiel. Tellement essentiel qu'il m'est impossible de marcher sans avoir un livre en main. Les livres, pour moi, sont comme des gris-gris qui me protègent de la violence du monde. Et quand je suis en présence d'un livre, je n'ai pas l'impression d'avoir des feuilles de papier dans la main. J'ai l'impression que ce sont des présences, des émotions, des sensations, des pensées, des rêves. J'ai l'impression qu'accompagné d'un livre, je suis dans le monde, je suis en présence de multiples autres mondes. Je ne suis jamais seul en compagnie d'un livre. C'est pas un petit peu trop beau, là, l'histoire telle que vous la racontez? Il y a des mauvais livres aussi, des mauvais livres dans le sens qu'ils sont pas bons d'un point de vue littéraire. Il y a des livres qui sont nocifs. Si vous promenez, je sais pas, prenons le pire, promenez avec Mein Kampf, je suis pas sûr que ça soit extraordinairement prometteur pour vous. Ah ben, je ne suis pas assez masochiste pour me permettre de marcher en compagnie d'un livre qui me ferait du mal. Cela dit, il y a une chose très surprenante. Un auteur comme Cioran, son livre de l'inconvénient d'être né. Oui. À la première lecture, on a l'impression qu'on pourrait se suicider en le lisant. Mais je vous assure, c'est l'une des lectures qui me fait le bien quand je vais mal. Curieusement. Et la poésie m'accompagne le matin, à midi, le soir. J'ai l'impression qu'un jour sans poésie est un jour perdu. Je pense qu'il y a quelque chose quand on n'a pas accès à une pléthore d'offres culturelles. Je pense qu'il y a un cynisme qu'on ne développe pas vraiment, en fait. On ne se dit pas, il y a des bons livres, il y a des mauvais livres. C'est comme quand tu achètes au poteau, tu n'as pas regardé La Grande Librairie, le jour d'avant. Donc, tu n'as pas du tout ce rapport-là au livre ou à l'écriture. Je pense qu'il y a, pour certains d'entre nous, il y a quelque chose de passionnel qui s'est fait avec la littérature. Mais je l'entends aussi des musiciens, de Blick, de Franck Billon, quand je leur parle. Et des gens qui aiment la musique, eux aussi, ils ont eu cette espèce de tamponnement avec le jazz, avec certaines percus. Voilà, il y a quelque chose dans la culture qui nous percute peut-être différemment, parce que, je veux dire, on n'en a pas à foison. Il faut l'inventer presque. Nous sommes en train de la réinventer, de la retisser. Et cette appétence vient aussi, ce goût vient aussi de ça. C'est pour ça que moi, je suis persuadée
que si on met la culture entre les mains de façon pérenne, hein, si les livres coûtent moins cher, si les disques coûtent moins cher, si les jeunes peuvent se former, les peintres, l'art contemporain, des choses comme ça. Parfois, il y a un festival à Paris qui s'appelle Also Known as Africa, c'est un festival d'art contemporain. Et quand tu y vas et que tu vois ce que les gens font partout dans tous les pays, tu te dis oui, il y a quelque chose là de très fort et qu'on ne peut pas négliger, au contraire. Bernard, on ne t'entend pas. Oui, on va terminer sur ce plaidoyer pour l'art, pour la culture. Je vais vous remercier tous les deux parce que certes, les livres ont du mal à arriver au Cameroun, mais bon, pour nous, vos livres arrivent jusqu'à nous ici et souvent ils nous ouvrent des horizons que l'on n'avait pas vus. Et en cela, nous vous sommes redevables. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. La prochaine rencontre aura lieu le 23 avril. Nous irons dans un monde totalement différent, puisque la rencontre Latitude, alors elle se fera avec présence du public ou en absence du public par webinaire, comme on l'a fait aujourd'hui, ça, l'avenir nous le dira. En tous les cas, 2 auteurs nous rejoindront, 2 auteurs qui viennent en quelque sorte du continent asiatique, puisqu'il y aura Shumona Sinha, qui est une romancière indienne venue de Calcutta et qui écrit en français, qui vit en France. Et puis Elisa Chua du Sapin, qui pour sa part vit également en Europe, à la frontière de la Suisse et de la France, mais qui a une littérature qui l'emmène du côté de la Corée, d'où venaient ses parents. Et elle a également écrit un dernier livre qui nous emmène dans le monde du cirque, et dans le monde du cirque à Vladivostok. Vous voyez qu'on va voyager dans cette rencontre. Merci encore à vous deux, merci à ceux qui ont rendu possible là, cette rencontre, et à tous, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne lecture. Merci, Bernard. Merci. Merci.